Bonjour à tous. Mon nom est Laurence Druet et je suis chef de travaux aux Archives de l'État en Belgique. Bienvenue sur ce nouveau podcast des Archives de l'État consacré au protestantisme belge, à son histoire, à son identité, à ses lieux de culte. Aujourd'hui, je vous parlerai de son développement dans une partie de l'actuelle Belgique sous l'Ancien Régime, les Pays-Bas espagnols puis autrichiens. Pourquoi parler du protestantisme belge ? Eh bien tout d'abord parce que les protestants sont présents dans notre pays sans véritable discontinuité depuis environ 500 ans, si bien qu'ils y forment la deuxième minorité religieuse la plus ancienne après la population juive. Ensuite, caractérisés par leur discrétion et par leur faible médiatisation, contrairement à l'Église catholique et à l'islam, les protestants restent assez mal connus de la majorité de nos concitoyens. Et pourtant, ils ont marqué notre pays par leur activité dans des domaines aussi variés que la politique, l'industrie, la finance, l'armée, les sciences, les arts ou encore par leur engagement social. Parmi les figures protestantes belges ou qui se sont illustrées en Belgique, il y a quelques grosses pointures comme notre premier roi, Léopold Ier, qui était luthérien, l'industriel John Cockerill, l'infirmière Edith Cavell, qui a donné son nom à un hôpital bruxellois, mais qui est aussi connue comme résistante durant la Première Guerre mondiale. Elle a d'ailleurs été fusillée par les Allemands en 1915, et je pourrais encore citer, à titre d'exemple, le ministre d'État Jean Rey, artisan de la construction européenne. Le protestantisme a également donné lieu, à partir du XIXe siècle en Belgique, à la construction d'édifices de culte dont certains sont véritablement monumentaux et constituent des réalisations architecturales remarquables. Je vous en parlerai dans un prochain podcast, mais je rappelle néanmoins ici l'existence de cet ouvrage, Le patrimoine protestant de Wallonie, la mémoire d'une minorité, dont je suis co-auteur avec Julien Maquet, qui est conservateur au trésor de la cathédrale de Liège, ouvrage publié en 2017 par les Archives de l'État et l'Institut du patrimoine wallon, et qui met en valeur un certain nombre d'édifices de culte protestants et leur équipement, ainsi que les archives qui y sont conservées ou qui y sont liées. J'ai parlé de minorités religieuses, et effectivement, au-delà du groupe sociologique que forment les protestants, il est avant tout question d'un culte dont l'origine réside dans la réforme protestante. Si le terme protestant qui est apparu en 1529 fait référence à une protestation, la réforme protestante est beaucoup plus qu'une révolte contre l'Église et les divers abus qui s'y étaient répandus. Elle est avant tout un retour aux sources de la foi chrétienne et à ses textes fondamentaux, c'est-à-dire à la Bible, considérée encore aujourd'hui par les protestants comme l'unique autorité en matière de foi. À travers ces textes, c'est la relation de l'homme à Dieu qui a fait l'objet d'une nouvelle compréhension par différents théologiens au XVIe siècle, avec son lot de conséquences et en particulier la remise en cause de la place de l'institution ecclésiastique et du clergé dans la vie des croyants, et ceci à une époque où l'Église était omniprésente dans la société. Et c'est le constat des divergences entre l'enseignement de la Bible d'une part, les traditions et les pratiques instituées au fil des siècles par l'Église de Rome de l'autre, qui a mis le feu aux poudres, en particulier par la publication, le 31 octobre 1517, par le moine allemand Martin Luther, de 95 courtes affirmations, ce sont les fameuses 95 thèses contre certaines dérives de la pratique des indulgences. Et à partir de ce moment-là, le mouvement de contestation est en marche. Il rencontre les aspirations diverses de nombreux contemporains de Luther et il aboutit, moins de 4 ans plus tard, à la double condamnation de Luther par l'Église d'une part, par l'empereur Charles Quint de l'autre. Cette double condamnation, loin de faire rentrer dans le rang Luther
et ses partisans a au contraire entraîné la rupture la plus grave qu'a connue l'Église en Occident, puisqu'elle a débouché sur la création de nouvelles formes d'églises, les églises luthériennes, réformées, calvinistes et d'autres encore ultérieurement. Et ces nouvelles églises vont introduire et même imposer durablement une autre manière d'être chrétien et un certain pluralisme religieux. Si la réforme protestante constitue initialement un événement germanique, les idées nouvelles qu'elle véhicule vont rapidement se répandre dans les Pays-Bas espagnols, où elles sont condamnées dès 1519 par la faculté de théologie de Louvain. Et l'actuelle Grand Place de Bruxelles a d'ailleurs eu le triste privilège de voir périr les tout premiers martyrs de la Réforme, 2 moines anversois. Dans les Pays-Bas règne alors précisément Charles Quint, pour qui la conception de l'État est incompatible avec la pluralité des croyances religieuses. Et on assiste sous son règne à la mise en place de la répression à l'échelle des 17 provinces, répression qui sera graduellement plus sévère et qui verra à un moment se généraliser la peine de mort pour les hérétiques et les contrevenants à la législation religieuse. Malgré l'exil de nombreux adhérents à la réforme vers des contrées plus favorables, des foyers réformés se sont multipliés à Anvers, à Gand, à Bruxelles, à Audenarde, dans le Tournaisis, dans le Hainaut, dans le duché de Limbourg, et des communautés réformées clandestines y ont été fondées et ont même bénéficié d'une confession de foi, la Confessio Belgica. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, Philippe II succède à son père comme souverain des Pays-Bas, mais aussi comme roi d'Espagne, et c'est depuis l'Espagne qu'il régnera par l'intermédiaire de gouverneurs sur les Pays-Bas dont il restera absent pendant près de 40 ans. À la faveur d'un affaiblissement du pouvoir politique, les Pays-Bas se soulèvent contre le régime espagnol. Parmi les événements qui ont ponctué cette période particulièrement troublée, je me contenterai d'évoquer l'émancipation temporaire des protestants, qui n'hésitent pas à se rassembler par milliers, en plein jour, en plein air, à l'extérieur des villes pour assister à des prêches, chanter des psaumes, procéder à des baptêmes et à des mariages, mais ces rassemblements débouchent sur des actes de vandalisme contre des églises et leurs objets de culte, si bien que le duc d'Albe est envoyé d'Espagne pour sévir contre les hérétiques, contre les casseurs et contre des nobles réfractaires qui avaient revendiqué peu de temps auparavant la modération de la législation religieuse. Et parmi les plus célèbres victimes du duc d'Albe, je ne peux pas ne pas citer les comtes d'Egmont et de Horn qui ont été décapités le 5 juin 1568, de nouveau sur la Grand Place de Bruxelles. On assiste encore, après le départ du duc d'Albe, à l'instauration éphémère de républiques calvinistes dans des villes flamandes et brabançonnes, mais la détérioration de la situation politique et les troubles militaires n'ont pas débouché, comme dans l'Empire germanique et en France, sur des paix de religion, mais plutôt sur une rupture, la scission des 7 provinces du Nord qui formeront ultérieurement la République des Provinces-Unies, majoritairement calvinistes, et des 10 provinces méridionales qui resteront sous domination espagnole et où le catholicisme sera restauré à titre exclusif. Les exécutions capitales pour faits d'hérésie dans les Pays-Bas méridionaux prennent fin à la fin du XVIe siècle, mais l'infime minorité protestante qui n'émigre pas n'en continue pas moins de subir d'importantes discriminations et même des poursuites. De manière générale, si la minorité protestante s'est maintenue, certes de manière ténue, dans nos régions, c'est grâce à une présence étrangère non catholique sur son sol, rendue possible par les intérêts commerciaux et par les traités de paix internationaux qui établissaient la libre circulation des personnes. Et cette présence est celle de marchands, de diplomates, de militaires, hollandais, écossais, anglais, allemands, donc calvinistes, anglicans, luthériens,
qui bénéficiaient quant à eux d'une certaine liberté de culte. L'influence étrangère sur le protestantisme belge sera d'ailleurs une constante tout au long de son histoire et de son développement jusqu'à aujourd'hui. La sortie de l'ombre de la minorité protestante n'a été que très progressive. La marche vers la liberté religieuse a été longue et a nécessité une évolution des mentalités dont je vous parlerai ultérieurement. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous encourage à le diffuser autour de vous et je vous dis à bientôt